Vous êtes avec Gabriela Desbiens-Richard Et Jason Saint-Amour, et vous écoutez sommelier en cavale. Alors bonjour tout le monde, on est content de vous recevoir pour un 4e épisode de Sommelier en cavale. Oui, donc aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Vincent Sulfite. Oui, alors Vincent Laniel de son vrai nom, Gabi. Donc Vincent a fait sa réputation sur son nom d'artiste, Vincent Sulfite. D'artiste, on peut dire ça? Ah oui, c'est un nom d'artiste. On va dire ça Why comme not? ça. Où il promouvoit notamment les vins nature et bio qui, par définition, ne contiennent pas de sulfite. On en a parlé aussi un petit peu dans le premier épisode des sulfites, fait que ça va être intéressant de revenir là-dessus. Sais-tu, moi, Gabi, Vincent Laniel, je l'ai découvert par l'entremise de la soirée étant encore jeune. À l'époque, j'étudiais pas du tout la sommellerie, j'étais complètement ailleurs. J'ai entendu son nom pour la première fois, j'ai été voir, j'ai été googler. Je me suis abonné à son infolette, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis peut-être que c'est une des personnes qui m'a influencé à m'inscrire en sommellerie à l'ITHQ. Depuis ce temps-là, je continue de le suivre. Je sais pas si ses parents étaient devins pour l'avoir appelé Vincent, mais sérieux, meilleur choix éditorial pour la carrière de leur fils. Donc, aujourd'hui, pour le menu, on va commencer l'épisode avec la chronique « Est-ce que je peux parler au sommelier ?» Par la suite, de mon côté, je vais poursuivre avec ma chronique « À la découverte des sens » et on va accueillir Vincent Laniel pour l'entrevue. Et comme à toutes les semaines, on y va avec la chronique « Chin Chin » pour terminer. Alors, on débute avec la chronique « Est-ce que je peux parler au sommelier ?» Oui, donc la semaine dernière, pour la chronique « Est-ce que je peux parler au sommelier ?» je vous ai parlé du cycle de la vigne. Donc, un peu pour essayer de faire un lien logique dans tout ça, aujourd'hui, je vais vous parler de la physiologie du raisin. Oh, OK, on tombe dans l'anatomie, nous autres, là. Ben oui, je me disais que ce serait intéressant de disséquer un peu l'anatomie du raisin pour mieux comprendre un peu les impacts que chaque partie a dans l'élaboration du vin. Donc, de prime abord, on a la tige, dans le fond, qu'on va appeler la rafle. Donc, la rafle, ça comprend la pédicelle. Donc, la pédicelle, c'est le petit bout de tige là, qui relie la baie de raisin au pédoncule, qui, lui, le pédoncule, se rattache au sarment de la vigne. Donc, voilà. Quand on vendange, en fait, on vient couper le pédoncule de la grappe du sarment de la vigne. OK, c'est beau, c'est des beaux termes, mais ça donne un peu mal à la tête, là, Gabi. Là. Oui, mais c'est des termes qui s'expliquent un peu bien que visuel. Donc, je mettrai sur Instagram, en cavale podcast, un schéma d'une grappe pour que vous ayez un peu le visuel de ça. Donc, voilà, on est rendu à la baie. Donc, avec la peau. Donc, sur la pellicule, on a quelque chose qui s'appelle la pruine. Donc, la pruine, c'est une couche un petit peu collante qui est produite par le raisin afin que les levures naturelles indigènes, en fait, viennent se coller à la baie. Puis, ces levures indigènes-là, dans le fond, vont aider à la fermentation alcoolique un peu plus tard. Un peu comme quand on va cueillir des pommes, il y a comme tout le temps une petite couche un peu blanchâtre, grise, un peu sur notre pomme, puis on la frotte sur notre chandail pour enlever tout ça. Bien, en fait, on enlève la pruine, on enlève des levures. Intéressant quand même, mais j'ai longtemps pensé que c'était de la poussière ou du sable qui s'était collé aux fruits. Ben non, en fait, c'est ça. C'est des levures qui sont emmenées par le vent ou les insectes. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, je reviens un peu à ma pellicule. Donc, la peau, vous allez retrouver plein de belles affaires là-dedans, dont ce qu'on appelle les polyphénols. Donc, les polyphénols, c'est entre autres des tanins. Donc, les tanins, c'est ce qui amène de la texture en bouche et de l'assèchement. Je pense que Jason, tu vas en parler davantage pour le prochain épisode. Un petit peu. Un petit peu, hein? Puis, les polyphénols, c'est également les matières colorantes. Donc, on appelle des anthocyanes pour les raisins noirs, puis des flavones pour les raisins blancs. Donc, plus on va faire macérer, en fait, le jus de raisin avec les peaux, bien, plus on va avoir des tanins dans le vin et, par le fait même, de la couleur. Et c'est la même règle pour tous les raisins? Oui et non. Donc, ça dépend de chaque cépage parce qu'il y a certains raisins qui vont avoir des peaux plus épaisses avec lesquels on va pouvoir venir extraire beaucoup plus de tanins, beaucoup de couleurs, comme par exemple le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, ou inversement avec une peau un petit peu plus fine qui vont donner des vins plus légers et moins colorés comme le Gamay ou le Pinot Noir. Donc, ensuite, on est passé de la rafle à la peau, à la pruine, à la pellicule, et là, on est rendu à la pulpe du raisin. Donc, c'est là que se cachent les sucres, les acides et l'eau. Puis, ce qu'on aime. C'est ce qui fermente, c'est ce qui fait du vin. Puis, ensuite, dans le milieu de tout ça, on a les petits pépins qui, eux, contiennent des huiles, des amers puis des tanins non désirables. Donc, en gros, on n'aime pas les pépins de raisin. Bien, dans le vin, non, mais je vous dis que dans une vinaigrette de l'huile de pépins de raisin, c'est excellent. Donc, voilà, pour éviter d'avoir des arômes un peu moins désirables, si on veut, des pépins, puis ces amers-là, on va presser les raisins plus tranquillement, puis on va faire vraiment attention à ne pas briser la coquille des pépins. Pas plus compliqué que ça. C'est bien, j'aime ça, Gabi, cette chronique-là, cette semaine, parce que ça va faire des liens avec ma chronique qui va suivre. Merci, je suis satisfaite.
Alors voilà, l'anatomie du raisin pour la chronique. Est-ce que je peux parler au sommelier? Mais ça va faire encore plus de sens la semaine prochaine. Je vais vous parler de vinification. Donc, tout ça va vraiment faire un tout cohérent. Aujourd'hui, Jason, pour la chronique sur les sens, tu continues un peu sur ta relancée du dernier épisode et tu nous parles du goût. Allez, oui, tout à fait. Allons à la découverte des sens. Je vais vous parler du goût que l'on associe à la troisième phase du protocole de dégustation d'un vin. Donc, précédemment, je vous ai parlé de la phase visuelle et au dernier épisode de la phase olfactive où on explorait le premier et deuxième nez et toutes les catégories d'arômes que l'on trouve dans un verre de vin quand on prend bien le temps de s'y plonger le nez. Donc, une fois qu'on a prêté attention à la robe du vin, à son bouquet d'odeurs, il est temps d'y goûter. C'est là le geste qui nous semble le plus naturel, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut se l'imaginer. Il ne faut pas non plus se prendre la tête, Gabi. Si au restaurant ou chez soi, on goûte un vin et qu'il fit dans notre palette de goût, alors on l'adopte tout simplement. Mais si on ne l'aime pas, on peut essayer d'en chercher la cause. Alors, on commence par quoi? En bouche, on va commencer avec ça. Il se passe de nombreuses choses simultanément. Donc, notre langue et ses milliers de papilles sont en éveil. Les parois de la bouche, les dents, les gencives peuvent aussi nous fournir de l'information. Mais bon, on va commencer par les sensations de base que sont la sucrosité, l'acidité, la salinité et l'amertume d'un vin. On pourrait aussi parler d'umami, qui est désormais reconnu comme étant une cinquième saveur de base. Mais on en retrouve un peu moins dans le vin. On va garder un peu cette discussion-là sur l'umami quand on va vous parler de saké dans un futur épisode. Oui, exactement. Donc, je mets l'umami de côté pour aujourd'hui. Je me concentre sur les quatre autres. Donc, la première sensation ressentie en bouche, c'est la sucrosité qui est délicate et ça va venir créer un effet de rondeur en bouche. Il faut faire attention car si c'est vrai que le vin est fait à partir de raisin et qu'un fruit comme le raisin contient du sucre, la très grande majorité de ce sucre est transformé durant la fermentation alcoolique en gaz et en alcool. Donc, essentiellement, Gabi, il ne reste que très peu de sucre résiduel dans un vin. C'est pourquoi on dit souvent qu'un vin est sec car la plupart sont en dessous de 4 grammes de sucre par litre. Ensuite vient l'acidité qui est primordiale dans un vin. C'est un peu la colonne vertébrale car c'est elle qui apporte la fraîcheur. On qualifie l'acidité avec des termes comme frais, vif, nerveux et à défaut d'acidité, on peut dire que le vin est plat tout simplement. Pour compliquer la chose, il faut dire qu'il y a plusieurs types d'acidité comme l'acidité tartrique, malique, citrique, lactique, mais n'allons pas là tout de suite. Retenons que l'acidité, c'est ce qui fait saliver en bouche. Pour ce qui est de la saveur salée, je passe rapidement car on trouve très peu de composantes salées dans le vin. Donc, il est assez rare en fait que l'on qualifie la salinité du vin dans une fiche de dégustation. La dernière saveur de base serait l'amertume que l'on peut trouver dans un vin. Quand on est enfant, Gabi, il faut dire que l'amertume, ça nous répugne parce que notre système associe cette saveur de base à un danger pour l'organisme. Mais une fois adulte, on finit par l'apprivoiser et l'adopter. Oui, moi, la première, un peu, j'imagine comme beaucoup de gens, je pourrais pas me passer de ma petite dose d'amertume le matin dans ma tasse de café. Il y a même certains pays qui sont reconnus pour leur amertume dans leur vin, puis qui même les rendent identifiables plus facilement à la bouche. Donc, ouais, moi aussi, Gabi, j'aime bien l'amertume. Donc, et l'amertume, ça ajoute de la complexité dans un vin. C'est une saveur que l'on associe à l'arrière-goût, car c'est elle qui sera détectée en tout dernier, donc en bouche, et qui peut influencer la longueur de la finale d'un vin. Maintenant qu'on a parlé des 4 saveurs de base, qu'est-ce qu'on peut goûter aussi dans un vin? Je peux vous parler aussi de sensations. Donc, en bouche, on s'attarde à deux sensations importantes qui sont l'alcool et les tanins. Donc, tout d'abord, l'alcool, on l'aperçoit comme une sensation de chaleur. Quand elle est bien intégrée, habituellement, ça passe comme une lettre à la poste. La plupart des vins se situent entre 8 et 15 degrés d'alcool, donc c'est certain qu'on finit par sentir les variations. Ajoutons aussi qu'avec le réchauffement climatique, les degrés alcooliques ont tendance à être de plus en plus élevés dans certains vins et que c'est sûr, ça va venir changer un peu la donne. C'est vrai, donc avec les changements climatiques, les degrés d'alcool peuvent monter dans un vin. Et la notion de millésime est importante aussi car l'équilibre entre l'acidité, la sucrosité, l'alcool, les tanins vont dépendre de la qualité d'un millésime. Parlant de tanins, c'est aussi très important dans l'analyse gustative. Donc, les tanins, on les trouve avant tout dans les vins rouges. Gabi t'en a parlé, ce sont des composés phénoliques qui, en bouche, créent une sensation d'astringence, ça veut dire d'assèchement. Donc, quand j'ai plus de salive en bouche puis que mes lèvres sont collées à mes gencives, c'est que j'ai beaucoup de tannin dans mon vin. Oui, ben c'est ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime bien. Donc, pour finir, je veux simplement vous dire que quand on parle du corps d'un vin, pour un rouge, par exemple, on parle de l'équilibre entre les tanins, l'alcool et l'intensité aromatique. Je m'arrête ici, Gabi, bien que j'aurais aimé vous parler aussi de rétro-olfaction, soit la perception des arômes en bouche, donc les odeurs au nez qui deviennent des arômes en bouche, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Jason. C'était vraiment intéressant. Je suis sûre que plusieurs de nos auditeurs ont appris énormément sur les étapes de dégustation d'un vin. On a vraiment hâte de t'entendre parler sur la rétro-olfaction. Merci, Bi.
Et on va maintenant passer à l'entrevue avec notre Oui. invité de la semaine, Vincent Laniel. On est maintenant rendu à l'entrevue. Donc, comme mentionné tantôt, aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Vincent Laniel, mieux connu sous le nom de Vincent Sulfite. Oui, un grand merci, Vincent, d'avoir accepté notre invitation. Ouais, ça me fait plaisir. C'est peut-être une des rares fois que j'ai mis les pieds à l'ITHQ, donc il n'est pas trop tard. On est bien heureux de t'accueillir. Oui. Donc, si tu me permets, Vincent, je ferai juste une mini bio un peu de ta carrière pour mettre en bouche l'entrevue avant de te poser des questions. Donc voilà, tu commences ta carrière comme sommelier en restaurant, puis tu prends une tangente en te spécialisant un peu plus dans les vins de nature. Tu participes à la série télévisée Super Naturel avec Magali Lépine-Blondeau, où vous parlez notamment de cette nouvelle tendance de vinification naturelle. Par la suite, tu as écrit un livre du même nom, donc Super Naturel, et tu tiens également un infolettre où tu fais des recommandations hebdomadaires sur les vins à se procurer. Tu as aussi travaillé dans une agence d'importation privée, et comme si c'était pas assez, dans les dernières années, tu as rajouté une corde à ton arc et tu es devenu vigneron. Vincent Laniel, l'homme à tout faire, bonjour. Je tiens quand même à préciser en fait que ce sont les vins nature qui m'ont amené à la sommellerie carrément. Ah ouais. J'oserais le mettre dans cet ordre-là parce que c'est là que ma passion est née finalement. Puis c'est ça qui m'a donné envie de mettre de côté les études que j'avais entamées. Ma vie de bureau, elle a pris le bord. Parce que le vin nature me faisait tellement triper que j'avais envie de parler de vin sans sulfite à toutes les tables dans un restaurant. Est-ce que tu travaillais en restauration en marge un peu de tes études, puis la première fois que tu as vu des vins nature sur la carte, c'est là que... C'est vrai. En fait, genre quand j'avais début vingtaine, j'ai travaillé pour Antonin Mousseau-Rivard à son ancien restaurant au Musée d'art contemporain qui s'appelait Le Contemporain. Et le sommelier, ça c'était 2013, 2014, puis le sommelier était très biodynamie. On parlait pas encore énormément de vin nature à l'époque. Mais il m'avait vraiment donné le goût pour ce vin-là. C'était tellement nouveau, boire un genre de pinot noir de l'Oregon en biodynamie, qu'il n'y a pas de bois neuf, que c'est sur levure indigène. Puis là, tu commences à être complètement ailleurs. Tu te dis, mon Dieu, ce que mes parents m'ont fait boire jusqu'à maintenant, c'est pas ça que j'ai envie de boire finalement. Et ça a semé, je dirais, la première graine qui m'a donné envie d'acheter du vin. Mais il faut se remettre dans le contexte. Là, en SAQ, je pense qu'il y avait un vin nature à l'époque. Là, quand on rentrait à la SAQ Jarry, puis là, ils nous pointaient genre le Pipeño que rentrait raisin à l'époque. Puis tu sais, c'était la seule bouteille qu'il y avait. Puis je pense que je boirais ce vin-là aujourd'hui, puis ça sentait tellement les tables que je serais pas capable, juste après avoir mis mon nez dans le verre, je pense que je serais pas capable d'aller plus loin. Fait que tu sais, il y a une évolution aussi dans tout ça. C'est vrai. On en reparlera peut-être des arômes fermiers dans les vins nature, mais ça a tellement évolué. Ça reste quand même un préjugé que beaucoup ont. Mais là, allons pas là tout de suite, mais c'est une belle entrée en matière. Vincent, c'est intéressant de te recevoir parce que tu carbures au projet. Donc, initialement, tu étais plus en restauration et là, tu as senti la pertinence d'avoir une présence médiatique. Peux-tu nous expliquer un peu ton cheminement de carrière à travers tout ça? En fait, je pense que ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans le vin, c'est de vulgariser, de parler du vin comme j'aimais qu'on m'en parle. Puis donc, tu sais, quand j'ai par exemple, commencer l'infolettre qui s'adressait à monsieur, madame, tout le monde pour voici ce que vous pourriez acheter à la SAC qui est probablement différent de ce que vous aviez l'habitude de boire. Tu sais, c'est parti d'amis à moi qui étaient comme Vincent, tu te prends une caisse par semaine à la SAC, tu passes ton mercredi à regarder ce qui s'en va sortir sur .com, puis tu t'achètes une caisse. Puis nous, on le fait pas, ce travail-là, puis on sait pas quoi acheter. Ouais. Pourquoi tu nous dirais pas qu'est-ce que tu achètes? Puis c'est ça qui a mené au projet de l'infolette. Et je dirais que ma présence médiatique a découlé de ça, dans le sens que je ne l'ai pas cherché. Elle m'est tombée dessus, notamment le projet télé Super Naturel. Les deux producteurs, dont Marc-André Grondin, qui m'ont approché pour ça, lisaient mon infolette. Puis ils m'ont écrit un courriel. T'aimerais-tu ça faire de la télé? Point. Puis, tu sais, comme on est allé au Alma, puis on en a parlé, puis on a commencé à brainstormer sur ce show-là, tu sais, fait on a fait l'idéation à 3, puis... Mais moi, j'avais rien demandé, là, dans le sens que je faisais juste écrire mon infolette, mais ils aimaient ça que j'ai pas trop un ton... Tu sais, la sommellerie, c'est un peu son défaut, puis je pense que l'image est en train de se casser présentement, là, mais pendant une époque, là, c'était du monde en complet dans des restos, puis
c'était tellement intimidant. Tu voulais quasiment pas qu'il vienne à ta table, ce monsieur ou maintenant cette madame-là, parce qu'ils avaient l'air ben trop sérieux. C'est en train de se casser, ça. Puis moi, l'infolette, la façon que je parlais du vin, là, ben, eux, ils se disaient ça, c'est plus télé que l'image qu'on a d'un sommelier ou d'une sommelière classique. Fait que, ça m'est arrivé. La journée est encore jeune parce qu'il y avait des jokes dans mon infolette puis qu'ils me lisaient. Ben, éventuellement, ils ont fait, on pourrait l'essayer pour une chronique, tu sais. Les vins crayeux, pierre à fusil. Ben oui, moi, après ça, j'étais tellement un grand auditeur de ce show-là que je faisais du millage même sur leurs jokes, tu sais. Mais donc, c'est ça, tu sais, je l'ai pas cherché, mais je pense que les médias aiment beaucoup les bons communicateurs. Puis ça, c'est peut-être une des forces que j'ai, là. Je ne comprends pas je comprends pas entièrement la formation géologique des sols kiméridiens de Chablis. Fait que je donnerai pas un masterclass comme Joris peut faire à d'autres sommeliers et sommelières. Mais par contre, monsieur, madame, tout le monde, je peux y expliquer pourquoi ce vin-là goûte comme ça. Puis ça facilite beaucoup par la suite le travail. Puis on te lit, j'invite tous les gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. On lit tes infolettes. C'est très court. Il y a beaucoup de vins, beaucoup de suggestions, mais c'est très court, on s'y perd pas. Non, je pense que les gens... Straightforward. Je pense que les gens aiment, c'est déjà à la base une mini-catégorisation. Donc, moi, maintenant, il y a des vins catégories apéro, d'autres qui sont plus de table, d'autres de garde, d'autres très chers, mais tu dis, bon, pour un cadeau, ça peut toujours être pratique. Puis juste de les catégoriser comme ça, après ça, les gens vont fonctionner au niveau de leur budget. Puis ils auront les 2-3 explications de, c'est quoi ce vin-là, pourquoi il se retrouve dans l'infolette, puis c'est suffisant. Moi, si c'était plus de travail que ça, je gagne pas ma vie avec ça, donc probablement que je m'épuiserais. Puis je suis tout seul, il n'y a pas d'équipe derrière ce truc-là. Pas de recherchiste. Il n'y a pas de recherchiste, non. Ici non plus, on n'a pas de recherchiste. On fait tout de A à Z. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis, tu sais, je suis pas non plus dupe. Là. Je pense que beaucoup de gens la lisent un petit peu en diagonale, vont regarder le prix, vont voir s'ils reconnaissent la photo de l'étiquette, s'ils l'ont déjà bu. Tu sais, mais au moins, c'est que je leur fais l'espèce de repérage de c'est quoi qui sort cette semaine. Puis, c'est ça, c'est plus un vin que tu vas ouvrir en premier dans ta soirée ou tu sors pour la table, en expliquant toujours que, bien évidemment, les vins, des fois, peuvent être fluides d'une catégorie à l'autre. C'est pas parce que je te mets un gamay du Beaujolais en apéro que tu peux pas le boire avec un poulet. C'est pas ça la question. Non, c'est ça. Mais un gamay du Beaujolais en jouant au jeu de société, ça fonctionne. Peut-être pas un Barolo. Ça dépend c'est qui, là. Ça dépend s'il y a des cigares en jeu. Ça dépend c'est quoi le jeu. Si c'est risque, puis ça va prendre 12 heures, c'est correct, peut-être. Sortez le scotch rendu là aussi. Oh my God. Mais c'est le fun parce que tu parles aussi aux émotions des gens. Des fois, par exemple, t'amènes les gens par rapport à l'histoire du vigneron, par rapport à l'histoire du vignoble, de la région. Parfois, on est sur le goût du vin, on est sur le profil du vin. Donc, tu présentes pas les vins tous de la même manière. Donc, c'est pas répétitif non plus. C'est ça qui est le fun. Moi quand je te lis, c'est ce que j'aime là aussi. Là. Ben, écoute, moi, c'est comme je disais, comment j'ai appris à parler du vin, c'est que j'ai retenu ce que j'aimais qu'on m'explique. Donc, quand tu commences, par exemple, à capoter sur les vins du Jura, puis le côté, soit le côté très beurré des lits, ou ceux qui vont travailler avec l'oxydation, notamment sur les blancs, bien évidemment, puis que là, t'es comme, pourquoi ça goûte ça? Pourquoi ça sent ça? Pourquoi j'aime ça? Puis que t'as quelqu'un qui est capable, en des mots simples, de t'expliquer pourquoi t'aimes ça, puis pourquoi c'est bon avec ton risotto aux champignons, par exemple, un savagnin. Ça, c'est intéressant. Puis moi, j'ai retenu ça, puis j'ai voulu mettre l'emphase là-dessus. Puis avec on retient ça aussi, savagnin avec risotto champignons. En toute franchise, parce que moi, on en parlera plus tard, mais je fais beaucoup d'accords au restaurant, puis des savagnins avec un profil légèrement oxydatif, c'est très versatile. Quand j'ai des plats que je suis un petit peu mélangé au niveau de l'accord, l'oxydation, puis la famille aromatique qu'il y a là-dedans, puis les textures, puis le mélange d'alcool et d'acidité, mon Dieu que c'est passe-partout, plus qu'on pense. Puis c'est un vin tellement dépaysant. Oui, tout à fait. Si on met la main là-dessus, on est très peu à l'avoir goûté. C'est des petites productions aussi dans le Jura. Ah oui. Très peu sur les tablettes de la SAQ. On court quand c'est là. Ouais.
Les gens qui viennent, on s'entend que ce soit mon restaurant ou d'autres, quand des gens veulent vivre des sensations d'accord, veulent passer une belle soirée, l'élément de surprise est agréable. Ben oui. Donc, ils veulent pas boire exactement ce qu'ils ont l'habitude de boire eux à la maison. Puis c'est là que c'est le fun de les faire voyager à travers les quelques verres qu'on leur proposera dans la soirée. Comment avec les années dans tous tes projets, tu as réussi à trouver un équilibre dans ton quotidien? À quoi ça ressemble le quotidien de Vincent Laniel? Je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille, là, dans le sens que bien évidemment, j'ai eu des périodes de ma vie où ça me sortait par les oreilles, puis je savais plus où donner de la tête. Là. Comme par exemple, quand Supernaturel a commencé, quand on a eu le feu vert de Groupe TVA, qu'on partait dans 3 semaines dans l'avion. Moi, j'avais 3 semaines de pré-prod, de faire la recherche, de contacter les gens. Mais à ce moment-là, je venais tout juste d'accepter mon premier poste en sommellerie au Candide. Donc, il fallait que et j'avais pas fait de service depuis 6 ans. Donc, il fallait que je me remette dans le corps faire du service. Dans un établissement comme le Candide, c'est pas non plus la pataterie au coin. C'est ça, là. Candide, on est... on est comme dans la petite Bourgogne, en fait, là, donc qui est métro Georges Vanier. Ouais. On est dans un demi-sous-sol en dessous d'une église patrimoniale. Donc, pas très loin du Grindr et son service de valet. Là, mais malheureusement, on ne partage pas le service de valet avec le Grindr, donc il faut vous trouver un parking dans le coin. Donc, c'est ça. À ce moment-là, pour vrai, de commencer la sommellerie et de devoir gérer la pression d'un show télé, ça, c'était vraiment intense. Mais c'est là que tu te rends compte que finalement, l'humain est quand même une espèce d'éponge où il y a des moments où est-ce qu'on est capable, le corps s'adapte, on dort moins, on travaille 7 jours semaine, on est fatigué, mais on pousse à travers. Ouais. Mais ça peut pas être ça 12 mois par année. Puis des fois, il y a des moments qu'il faut que tu te rattrapes. Puis donc là, on est en septembre 2019. Et 7 mois plus tard, c'était le début de la COVID. Donc, je me suis reposé à ce moment-là. J'ai rattrapé mes heures de sommeil du mois de septembre. Donc, suite à ton émission télévisée, ça a été quoi ta motivation première pour l'écriture de ton livre? En fait, encore une fois, c'est l'infolette qui était l'espèce de blanc d'œuf liant de tout ça. Là. Il y a eu une rencontre chez Québécois où est-ce qu'il faisait le tour de ce qui s'en venait, puis tout ça. Et donc, l'éditrice des Éditions de l'Homme entend dire à la table, Vincent Sulfite va faire partie d'un show télé sur le vin nature, ça va sortir à l'automne. Et elle appelle le producteur, elle dit, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux avoir ses coordonnées? Et elle me fait venir dans son bureau, elle dit, Vincent, je lis ton infolettre. Et de savoir qu'il y a un show qui va sortir à l'automne où est-ce que tu viens nous parler de vin nature, je capote. Est-ce que tu veux écrire un livre chez nous? J'ai dit, un livre, genre sur le show. Elle a dit, ce que tu veux. Et là, je vous remets dans le contexte. Moi, ça fait 6 mois que j'ai commencé en sommellerie. Ça fait 1 an et demi que j'écris l'infolette. Je suis pas prêt à écrire n'importe quel livre. Ouais. Et donc, je prends quelques jours pour y réfléchir et je me dis, je pourrais écrire un livre sur le show. Je viens d'aller visiter ces régions-là. Ouais. Je venais de voir des premiers rushs de montage, puis j'étais comme, c'est intéressant, il y a le côté très humain, mais je me rends compte qu'on n'a pas exploré la partie géographique, historique de chacune des régions, puis on est allé dans des grandes régions, tu sais, on est allé en Moselle allemande. C'est un des bassins de la viticulture septentrionale, tu sais. C'est les Romains qui ont installé ça au début du premier millénaire. Donc, je me dis, on n'a pas éduqué cette partie-là dans le show télé. Moi, je peux le faire dans un livre. Puis c'est ça, je suis revenu à cette éditrice-là. J'ai dit, j'aimerais ça faire un livre. Puis j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait des capsules informatives sur c'est quoi la macération carbonique, parce que là, tout le monde parle de macération carbonique. C'est quoi le vin orange? Comment on fait des bulles? Tu sais, l'aspect technique, que moi, j'ai toujours été impressionné sur comment on fait un vin. J'avais envie, ça aussi, de le transmettre. Fait que, tu sais, il y a un peu de tout ça dans ce livre-là. Rendu là, il est un peu détaché de la série télé, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir vu la série télé, juste lire le livre. C'est des bonnes histoires sur des grands humains, d'excellents producteurs de vin, et il y a un aspect historique sur des grandes régions viticoles. Là, on parle, mais Vincent, donc, tu te spécialises dans les vins nature au point où ta marque de commerce, donc c'est un peu un jeu de mots avec les sulfites. Comment tu définis, en fait, l'évolution des vins nature dans les dernières années et est-ce que leur popularité croissante est là pour rester? Oui, je pense que la popularité est là pour rester parce que moi, je le vois très bien autour de moi, peu importe la génération, des gens qui commencent à boire des vins un petit peu plus libres,
avec moins de produits dedans, moins travaillé. Les gens le sentent que leur corps réagit différemment. Ouais. Ils ont du plaisir. Il y a peut-être plus d'éléments de surprise. Les vins sont moins cadrés. Ils aiment ça, puis c'est difficile de revenir en arrière. Parce que quand même, j'oserais dire que dans la plupart des cas, il y a une espèce de gain qualitatif dans le vin naturel, ne serait-ce que parce que c'est pas une production de masse. C'est souvent des plus petites productions. Ouais. Il y a un souci du détail. Après ça, je sais que bien évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le vin nature, qui vont dire que c'est des vins à défaut, tout ça. Moi, je parle surtout des vins nature qui sont réalisés sans défaut. Si on compare un muscadet de la famille Landron, qui est sans intrants et tout ça, à part un petit peu de sulfite, versus un muscadet générique industriel de la région, tu fais ça, goûter ça à l'aveugle, à la plupart des gens, les gens vont préférer le vin de Landron. Ouais. Je dis pas si ça sent la ferme puis le cheval mouillé, là. Mais pour 2 vins bien maîtrisés, côte à côte, mais dans le fond, c'est que tu as payé pour un gain qualitatif. Ta bouteille t'a coûté un petit peu plus cher, mais c'est vraiment meilleur que l'autre à côté. Et je pense que quand les gens ont fait ce saut-là, ils veulent pas revenir en arrière. Ce qu'on voit présentement, c'est que les gens peut-être boivent un petit peu moins, les gens ont un petit peu moins d'argent, les gens ont peut-être bu beaucoup pendant la COVID. Et ce que je remarque, moi, c'est que les gens vont préférer couper dans la quantité que de retourner en arrière puis recommencer à boire du Caballero de Chile. C'est comme, il n'y a pas eu... Je vois pas ça, des gens qui reviennent en arrière. Ouais. Au pire, les gens se font moins plaisir sur des grandes bouteilles. Des bouteilles à 50$, c'est peut-être moins le cas. Mais, on se définit sa moyenne, on se définit son budget, on se tient à ça, puis ça peut fonctionner. Ouais. Cette popularité-là, elle vient aussi d'un contexte où on le voit dans l'achat, les gens aiment souvent acheter quelque chose dont ils peuvent avoir une certaine traçabilité. Mon Dieu, c'est qui fait ça? Ouais. Les gens, maintenant, ils s'achètent du café, ils sont contents d'avoir l'info d'il vient d'où le café, c'est une coop éthique. C'est sûr, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, mais le vin nature n'est pas fait non plus pour s'adresser à tout le monde qui habite au Québec, par exemple. Puis c'est pas demain matin que tout le monde va boire ça. Puis je pense pas que la planète même serait peut-être capable de produire cette quantité-là de vin. Donc, c'est un peu ça que moi, j'observe présentement. OK. Tu veux-tu qu'on fait la relance ou on parle? Oui, c'est intéressant. OK. Pourquoi tu penses qu'il y a autant une réticence chez la clientèle d'être qui est un peu plus conservatrice, alors que chez une clientèle plus jeune, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude d'acheter? Tu penses-tu qu'il y a une possibilité de réconcilier un peu les générations à travers tout ça? Oui, mais il y a quelque chose aussi de personnalité, là, dans le sens que tu as des gens qui ont toujours été d'une grande curiosité puis que... aiment des choses, mais ces goûts-là évoluent dans le temps. Puis ça, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de génération. C'est vraiment une question de personnalité. Donc, bien évidemment, si je pense à un oncle chasseur, pêcheur, qui mange à peu près toujours la même chose depuis 30 ans, puis qui en est venu à développer des goûts de vin qui fonctionnent avec ce qu'il mange et tout ça, qui aime les vins un peu plus corpulents, avec du bois et tout ça, c'est difficile de les faire déroger, ces gens-là, mais quelqu'un de 60 ans qui aime la découverte, qui aime que ses goûts ont évolué à travers le temps, cette personne-là mangeait plus de viande, est devenue plus végé, tout ça, quand tu lui présentes un nouveau type de vin, la personne peut te suivre là-dedans. C'est ce que j'observe autour de moi. Donc, pour moi, le vin nature, c'est sûr qu'il est principalement bu par une génération un peu plus jeune, mais ça a évolué également. C'est peut-être elle qui a poussé, mais quand est-ce qu'on se réunit en génération? Souvent des repas de famille. Et là, les plus jeunes, peut-être que quand ils amenaient des gamets brettés ou avec énormément d'acidité volatile à un souper, puis là, les personnes un peu plus vieilles mettent le nez dans le verre, sont comme « Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu du vinaigre que tu m'as amené? » Et là, finalement, c'est pas la bonne façon d'introduire le vin nature. Quand je vous parlais de muscadet tantôt, si le vin est bien maîtrisé, c'est la bonne façon de réconcilier tout le monde autour d'une bouteille. Là, j'ai vu vos visages, je sais que j'ai nommé 2 mots que vous allez vouloir expliquer. Oui, je vais y aller avec les brettes, en fait. Donc quand Vincent a dit bretter, en fait, il fait référence au Brettanomyces. Donc là, je sais que c'est un mot à coucher dehors, mais Brettanomyces, en fait, c'est une enzyme. C'est une levure. Une levure, merci. Ouais. Donc, Brettanomyces, c'est une levure sauvage qui beaucoup utilisée dans la bière. Exactement, dans les sour. Donc, souvent, là, dans les bières qui sont plus acidulées. On aime beaucoup ça, justement, dans les bières, mais dans le vin, c'est pas un arôme qu'on recherche, puis ça devient un défaut. Traditionnellement, oui. Traditionnellement, voilà. Puis, on se trouve particulièrement des fois dans des vins nature, puis c'est pas...
c'est pas le vin qui va faire accrocher ceux qui boivent du Barolo depuis 20 ans, mettons. Non, mais juste quand même une petite note de bas de page là-dessus. Tu sais, il y a on a remarqué qu'il y a des terroirs qui sont plus propices ouais. à la formation de brette. Et comme elle a tendance à accentuer ce côté-là un petit peu sûr dans le vin, en micro-quantité, par exemple, dans un rouge italien qui pourrait être très costaud, Ouais. être dans une perception où est-ce que personne au nez va être capable de le détecter, Ouais. mais que ça fait quand même partie du vin, ça peut ajouter un petit peu d'acidité. Ouais, Finalement, ouais. ça peut ajouter un élément de fraîcheur. Et je pense que même dans des vins, on pourrait être surpris de faire des analyses chimiques sur des vins un peu plus cadrés, conventionnels, Ouais. puis se rendre compte qu'il y a un petit peu de brette dedans, Ouais. puis que c'est correct, que ça aide le vin. C'est toujours une question d'équilibre quand C'est on parle ça. de défaut. Ben, même juste le vin en général, tout est une question d'équilibre dans Tout à ça. fait. Là, tu sais. On a parlé de souper de famille tantôt, l'oncle qui va à la chasse, qui connaît bien ses vins, qui accorde avec son gibier. J'ai l'impression aussi que quand on parle à des clients, même en restauration, le marketing sur une bouteille est très important parce que quand on leur sert, les gens, direct, les yeux vont vers la bouteille, ils vont regarder comment c'est fait. Dans un vin qui est nature, beaucoup d'originalité également. Fait que là, les gens jugent, des fois juste aussi aux étiquettes. Ça peut être intéressant. Est-ce que tu le fais, toi, un petit peu en restaurant, de juste faire goûter à l'anonyme, de dire comme, je te fais goûter, mais je te dis pas s'il est nature ou pas? Ben, c'est sûr que mon expérience n'est pas exportable à toutes les réalités, dans le sens que le restaurant Candide, c'est un restaurant de la ferme à la table, 100% produits locaux, à l'année longue. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas d'huile d'olive. Le sel, il vient de Terre-Neuve et Labrador. Mais c'est toujours dans une réflexion de proximité. Les gens qui viennent manger au Candide, c'est pour dire que il y a une ouverture à vivre ce genre d'expérience-là. Ouais. Tu le sais que tu ne pourras pas commander ton tartare de bœuf à la carte. C'est un menu fixe dégustation. Tu nous fais confiance. Ça aide beaucoup pour le vin aussi, cet état d'esprit-là. Il y a aussi que nous, on voulait avoir un service avec une certaine prestance, mais on voulait quand même que ce soit un service efficace et réfléchi. Donc, par exemple, au niveau du service d'une bouteille de vin, on confirme en pointant sur la carte avec le client, c'est bien cette bouteille-là que vous vouliez, parfait, je vous amène ça. On n'amène pas la bouteille à table pour montrer l'étiquette, pour montrer qu'on ne l'a pas ouvert et tout ça. Je sais que quelqu'un pourrait dire, mon Dieu, avez-vous remplacé le vin, tout ça, mais on se dit, on est au Candide. La personne qui nous fera ça, on va s'arranger avec, mais c'est jamais arrivé, bien évidemment, parce qu'il y a une espèce de confiance et de respect. Donc, moi, je m'en vais avec la bouteille directement à ma station de dégustation. Je l'ouvre, je m'assure, est-ce qu'on va vouloir parler de carafe avec le client ou pas? Est-ce que la température est correcte? Est-ce que le vin est aussi bon que, par exemple, quand je l'ai goûté il y a 3 mois? Et après ça, on vient faire goûter, dépendamment de combien il y a de personnes à table, mais si c'est une table de 4, j'aime bien faire goûter tout le monde et non pas juste la personne avec qui j'ai parlé de vin. Je veux m'assurer que tout le monde a du plaisir. Si les gens n'ont pas de plaisir, je la passerai en accord ce soir-là ou je la mettrai au verre, je vais m'arranger. Mais donc, le fait qu'on se soit déjà un petit peu engagé, qu'on ait parlé de c'est quoi cette bouteille-là sans avoir vu l'étiquette. Donc, j'ai peut-être pas besoin de dire vin nature. Si moi, je sais que je suis en train de parler d'un vin qui est droit, j'ai pas besoin d'insister sur dire que c'est sans soufre. Puis ça intéresse moi, tu sais, mais ça intéresse peut-être pas le client. Donc, j'amène, là, l'étiquette, effectivement, mon Dieu, j'ai pas l'habitude de voir ça. Il y a un dessin d'enfant dessus, puis il y a de la cire sur le top. Puis, mais là, l'important dans ce temps-là, c'est que tu verses dans le verre, puis c'est est-ce que c'est bon? Parce que si c'est bon, la discussion est terminée. Après ça, je peux m'être trompé, je peux avoir mal cadré le client. Finalement, la personne cherchait quelque chose de beaucoup plus costaud, puis là, je me suis trompé, puis ça, c'est autre chose. La question, c'est est-ce que c'est bon? Puis vous faites, j'ai vu dans tes réseaux sociaux que vous faites aussi des duels de sommeliers chez Candide. Oui, bien, en fait, on ne l'avait pas fait depuis longtemps, là, pandémie oblige. En fait, c'est qu'à la base, puis peut-être la génération plus jeune en sommellerie ne le saura pas, mais au restaurant Manitoba, il y avait des wine pairing battles, à ma mémoire, le lundi. Donc, c'était super parce que le lundi, pas beaucoup de restaurants sont ouverts, mais ceux qui sont ouverts sont surtout fréquentés par des gens de la restauration. Et ça se faisait toujours en collaboration avec des agences. Donc, c'était comme 2 agences de vin qui s'affrontaient. Chaque agence se prenait un sommelier ou une sommelière qui connaissait bien. Et là, ils faisaient le service à 2 ce soir-là des vins. Puis c'était une bataille. C'était très cool comme événement. Là, c'était un lieu de socialisation aussi. Là, c'était pas un grand exercice. Full protocolaire. Non, puis tu gagnais pas 50 000 $ à la fin de ça. Loin de là.
Nous, au Candide, on avait voulu le faire parce que Émilie Campo, quand elle s'entraînait pour le W7, elle s'était entraînée avec Véronique Rivet en Outaouais. Et donc, ils avaient une très grande amitié. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un événement Wine Pairing Battle, sans le nommer comme ça, là, pour pas voler le concept au Manitoba. Et là, Émilie et le Candide étaient allés visiter Véronique à Soif. Et on a refait ça, genre 1 an ou 2 ans après, chez nous, juste avant la pandémie. Et j'avais envie de le refaire à ma façon. Donc, entre moi et Brigitte et Montserrat, qui est en fait maintenant la sommelière de plancher au Candide. Moi, je suis la personne qui s'occupe de la carte, mais on ne me voit plus sur le plancher. Donc, c'est un retour ce soir-là pour moi. C'est un affrontement amical. Là. On va voir si je suis encore capable de faire des accords. Tu as peut-être révélé une carte. Là. Il pourrait y avoir un vin du Jura, savagnin. Oui, c'est ça. Je n'ai pas encore le menu. Le chef va nous faire Le chef boit beaucoup de vin, donc j'ai en confiance qu'il va nous faire un menu qui est propice à faire des accords extraordinaires. Mais je ne sais pas encore c'est quoi le menu. Je maîtrise ça s'il le faut. C'est quelle date pour que nos auditeurs puissent... Oui, donc c'est le 27 mars. Je ne sais pas si ça sera avant ou après la diffusion, malheureusement. Ça va être probablement avant. Donc, vous pourrez voir à ce moment-là sur les réseaux sociaux si j'ai gagné ou perdu par après, finalement. On réservera quand même au Candide. Oui, c'est ça. Certainement. Donc là, Vincent, tu as été en restaurant. Tu as été à la télé, tu as écrit un livre. En agence aussi. Oui, mais ça, finalement, oui, j'ai fait de l'agence parce que c'était comme mon premier contact vers le vin, mais c'est plus mon background en comptabilité qui m'a mené vers ça. Wino se cherchait un directeur financier et comme je faisais de la comptabilité de bureau depuis quelques années, mais j'ai dit, écoute, moi, je veux me rapprocher du monde du vin. J'avais déjà commencé mon infolette, puis Martin m'a dit, ben écoute, je me cherche un bras droit aux finances, viens-t'en. J'ai fait ça genre 9 mois avant que le Candide m'offre un poste. Que là, je me disais, non, là, c'est plus un pied dans le monde du vin, c'est quand même les 2 pieds puis les bras. Là. C'est bizarre de rentrer par cette porte-là, rentrer par la porte de la comptabilité. Quand même. Oui, ben c'est le fun parce qu'en plus, Martin importait Gabriel Bini. Fait que des fois, ça, c'est les bouteilles avec l'espèce de longue flèche, une espèce de licorne du monde du vin nature. C'est des bouteilles introuvables. Fait que c'était le fun des fois de finir un rush de comptabilité puis de pouvoir goûter du Gabriel Bini. Mais c'était comme à peu près la seule entrée dans le monde du vin. Là. Puis récemment, avec des collègues, des amis, t'as ton vignoble, donc très précieux sang à Bécancour, très proche de mon petit chez-moi à Trois-Rivières. Pourquoi? Ben, pourquoi pas? Pourquoi? Comment? Non, mais tu sais, c'est un projet. Il y a plusieurs raisons à pourquoi on a fait ça. Mais tu sais, ça a d'abord commencé en 2019. Les parents de mon associé Félix ont une ferme en Beauce. Ils ont un grand terrain. Puis c'est un genre de projet de retraite d'avoir cette terre-là. Donc, ils nous ont offert un petit lopin de rien pour mettre, mettons, 400 vignes en terre. Puis qu'on s'amuse. Nous, on voulait faire du vin de garage avec ça. Mais on a eu la piqûre. D'aller faire 3 heures de route pour aller désherber nos vitres rangées. On était excités, on avait du fun, on s'amenait des bonnes bouteilles, des bonnes affaires à cuisiner sur le barbecue, puis on travaillait la vigne. Mais ça nous a donné envie de chercher des terres. On cherchait. Le problème au Québec, c'est que c'est pas comme quand tu es en France que tu peux commencer par prendre 1 hectare ou un demi-hectare de vigne déjà planté, déjà productif. Tu commences avec ça, puis tu construis ton truc. Quand tu cherches une terre, c'est souvent des immenses terres qui sont en grande culture. Donc, tu pars de très loin pour faire ton projet. On t'a un petit peu découragé jusqu'à ce qu'un projet, en fait, déjà existant, se cherche une genre de relève. Donc, j'ai entendu parler de ça car ce couple-là vendait du raisin au projet Lieu commun, qui fait du vin au marché central, du vin de négoce, donc d'achat de raisin. Et Guillaume m'a transféré le courriel. Écoute, ce couple-là trouve que c'est trop de travail, carrément. Ils cherchent des gens qui pourraient reprendre. Et eux voulaient vendre à un prix qui était accessible parce qu'ils n'avaient pas envie que des gens achètent ça, arrachent les vignes et replantent du maïs. Donc, ramènent finalement la terre au même état que eux d'où est-ce qu'ils étaient partis. Exactement.
Donc, ce qui est devenu peut-être, je ne veux pas parler d'échec pour eux, mais eux, ils se sont rendus compte que c'était trop. Ben, c'est devenu une occasion pour nous de partir de là. Puis exactement de pouvoir partir d'un vignoble déjà productif. Ouais. C'est que tu n'as pas besoin de chercher de l'argent pour couvrir les 4 premières années que tu vas dépenser, mais que tu auras 0 revenu. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous a permis de partir parce que tes vignes ne sont pas à la première, deuxième feuille. Là. Exactement. Tu as une pleine récolte. Nous, en toute franchise, on avait tous en bas de 30 ans, on avait un petit peu d'argent dans le compte CELI, mais rien pour devenir entrepreneur puis s'acheter de la terre. Ça a été une chance pour nous. C'est un peu comme gagner à la loterie. Ouais, vraiment. Un peu comme gagner à vie, mais sauf que le concept, c'est que tu travailles quand même vraiment plus que n'importe quel autre job que j'aurais pu choisir. Mais tu bois tellement. Tu bois ta récolte si tu n'es pas capable de la vendre. Comment ça se passe? Vous êtes rendu avec combien de millésimes? Donc là, on commence notre 4e année à la vigne, mais nous n'avons commercialisé que 2 millésimes à date. Donc, on en a un en 2022, 2021, 2022. 21 et 2022 ont été commercialisés. Là, cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a fait un petit peu d'achat de raisins pour augmenter notre production parce qu'on est comme tout le temps sold out. On voulait faire du vin moins cher aussi. Là. Il y a cette réalité-là. Là. On se rend compte que chez nous, si on était pour vendre le kilo de raisin, on le vendrait très, très cher. Parce qu'on le travaille très fort. Donc, nos vins, le prix est conséquent. Mais on voulait être en épicerie fine. Puis être en épicerie fine, si tu ajoutes la marge que le détaillant se prend, ça peut être vraiment très cher pour le consommateur à la fin. Fait qu'on a trouvé du raisin bio qu'on pouvait acheter. Au Québec, du Québec? Oui. Ce qui n'était pas possible pendant des années parce que le raisin se faisait tellement rare que c'était pas possible de trouver du vrai raisin cultivé comme il faut. On achetait en Californie, par exemple. Ceux qui font du vin de garage, souvent, c'était ça. Nous, en fait, c'est que comme producteurs artisans, nous n'avons pas le droit d'acheter à l'extérieur du Québec. Donc, on ne peut pas non plus acheter en Ontario. Mais si ça ne t'intéresse pas tant d'avoir du raisin bio, t'en trouvais. Mais du bio, vraiment pas. Et de qualité. Et de qualité. Puis tout ce qui a changé, c'est que les gros producteurs, en ce moment, à cause du ralentissement économique, vendent leur vin moins vite. Ils ont des inventaires. Donc, cette année, ils ne se sont pas garochés à acheter du raisin, ce qui est devenu une occasion pour nous. Donc, on va être capable de sortir des vins vraiment plus abordables en épicerie fine ce printemps. Donc, on va faire un release un peu plus printanier début été. Ça va nous permettre financièrement de retarder un petit peu la commercialisation des vins de domaine, ce qui... Là, vous entendrez peut-être le sommelier en moi, mais comme c'est sûr, d'avoir un élevage en fût plus long, de laisser le temps au vin, c'est super parce que pour vrai, le cycle ici, souvent, nous, il faut tous qu'on ait libéré nos cuveries à l'intérieur de 12 mois pour qu'à la vendange suivante, on ait l'espace libre. Mais quand on boit du vin qui vient de France, là, ils ont tous, d'abord, ils n'ont pas le même genre d'hypothèque que nous. Ils ont des entrepôts. Donc, s'ils respectent ce 12 mois-là, quand même, des fois, le vin, il fait 6 mois en bouteille avant d'être commencé à être vendu. Si toi, tu l'as acheté puis tu le bois dans 2 mois, ça fait 8 mois que le vin est en bouteille. Nous, au Québec, souvent, on livre le resto, puis ça se peut que ce soit mis au verre la semaine d'après. Ça fait 6 semaines que le vin a été mis en bouteille. C'est ça. Fait que j'espère que comme industrie, on va devenir plus mature, puis on va être capable d'avoir un petit peu plus de temps d'attente, parce que ça aide les vins beaucoup, ça les fait gagner en qualité. Mais c'est ça, on est une industrie extrêmement émergente. En 81 puis en 82, il y avait un vignoble. Et là, aujourd'hui, il y en a 170. C'est fou, là. Et ça, c'est en 45 ans. L'industrie n'a même pas 50 ans. Donc, il faut se donner une chance aussi. Puis j'adore les restaurants qui font le Candide avant même que je sois là. C'est ça qu'ils avaient commencé, promouvoir les vins du Québec, en acheter beaucoup. Les vins Mon Lapin, le groupe Joe Beef, 20-20-20, la liste est longue de gens qui en achètent beaucoup. Et ça aide beaucoup l'industrie à prendre un sérieux qualitatif. Est-ce que tu penses que le fait que le vignoble québécois a peut-être une mauvaise réputation, des fois, même à travers les Québécois, est-ce que tu penses que c'est juste parce qu'on est trop jeune? Ben, je pense que cette mauvaise réputation-là, ça dépend. Faut comme la segmenter un petit peu. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu l'essayer là, dans les années 90, début 2000, d'abord, la maîtrise à la vigne n'était pas ce qu'elle était. La maîtrise des vinifications, des cépages qu'on faisait pousser ici aussi n'était pas ce qu'elle était. Le vin a pris un gain qualitatif tranquillement, pas vite, à partir de 2010, mais très lentement, notamment avec les pervenches qui ont commencé à travailler vraiment différemment au chai. Puis là, des gens ont commencé à goûter les pervenches et se dire « Oh, attention, c'est bon. On peut faire du vrai bon vin qualitatif qui peut avoir une place sur une carte en compétition avec des vins d'ailleurs sans que ce soit
l'espèce de on lui donne une chance, c'est cute, Ouais. c'est québécois. Non, genre ça tient, ça prend Ouais, sa ouais, place, ouais, puis c'est ça se bat. Ben là, tu as des gens qui vont au Pervenche, qui goûtent, ça les convainc de planter. Là, à un moment donné, t'as le domaine du Nival. Tu sais, là, la liste est multipliée comme ça de gens ça qui s'allonge, goûtaient ben ce que les autres faisaient en disant « Hey, on peut faire du bon vin au Québec. » Mais là, jusqu'au point où ça se rend à tout le monde, c'est pas demain matin. Ouais. Aussi, tu sais, c'est vrai que c'est des vins un petit peu plus chers. Si tu veux décider de faire pousser du pinot noir au Québec, tu peux pas te retrouver en SAQ à 23 $. C'est Non, impossible. non, tu sais. non. Si tu veux faire du vin qualitatif, ça va avoir un prix. Ouais. Donc, c'est pas... tu sais, c'est comme une strate un peu plus riche qui boit ces bons vins-là. Peut-être que la strate un petit peu plus grand public, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, je pense qu'on peut encore gagner. L'industrie se pose des questions en ce moment-là parce qu'on est 1 % des vins consommés localement. Dans le sens que C'est pas beaucoup, là. il y a 99 % de vins qui se boivent au Québec qui viennent d'ailleurs, 1 % du Québec. Ouais. Mais on aimerait ça passer à 3, 4, 5 Oui, tu sais. c'est ça, ben oui. Est-ce que tu penses que 170 vignerons, ça a l'air beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de micro-production. Est-ce que tu penses que le Québec est capable de produire 3-4 de... Oui, je pense que oui. Puis, je pense que ça va être dans un modèle intéressant parce que, bien évidemment, on ne deviendra jamais le Chili. Donc, il n'y aura jamais des vignobles de 500 hectares qui font du vin au volume à très, très bas prix. C'est trop compliqué, la viticulture ici, et les terres valent extrêmement cher. Dans la vallée ouais, du Saint-Laurent, c'est ça. ça n'a aucun sens. Oui, je veux dire, si on compare en terroir viticole, là, on Ouais. a des terres qui ressemblent à des prix de Bourgogne. Puis la Bourgogne, c'est cher, Ouais, non, notamment c'est à cause ça. du prix du foncier. Donc ça, c'est à prendre en considération. Donc, on ne sera jamais le Chili viticole. Mais alors qu'il y a réchauffement de la planète, vous en avez parlé dans vos chroniques d'ouverture. Ouais, puis je te relancerai là-dessus après. Je te laisse finir ton idée. Puis, On parle de réchauffement climatique, de gain en maturité, de perte d'acidité peut-être, de plus d'alcool. La fraîcheur dans les vins, ça devient une denrée rare. Ouais. Et là, le Québec a ça. On fait des blancs qui ont leur place à l'apéro. On fait des rouges plus digestes, qui sont peut-être pas tout le temps des rouges de table. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend des contextes. Mais quand on parlait du jus de vin de société, là, genre un petit rouge de marquette, pas super tannique, bu à 15 degrés Celsius, ça va être bon pour tout le monde. Ouais. Puis il faut savoir aussi que quand on choisit en fait ce qu'on plante au Québec, on tient compte de ce qu'on appelle les degrés jours en fait. Donc certains cépages demandent plus de journées d'ensoleillement, de chaleur pour arriver à maturité, par exemple, si on pense au Cabernet Sauvignon. Donc si on plante du Cabernet Sauvignon au Québec, bien, au final, on va le récolter, mais le petit goût un peu poivron, végétal va être très fort. Alors on préfère planter des cépages qui demandent moins de degrés jours. Moi, j'aimerais savoir, en fait, Vincent, des fois, on a un peu ce discours-là avec les vignerons. On dirait qu'on voudrait se réjouir du fait qu'on gagne des degrés jours, que les températures augmentent, que nos saisons allongent. Mais en même temps, ça se fait au dépourvu de l'écosystème mondial. Là, on va s'entendre. Comment tu le vois, ça? Un peu, c'est vraiment ambigu comme position, mais... on s'en réjouit ou on tient compte de la réalité? Pas vraiment, dans le sens que c'est sûr que moi, j'arrive, puis il y a une partie du réchauffement qui est gagnée. Peut-être que ceux qui plantaient en 85, eux, ils étaient contents de voir que ça se réchauffait tranquillement, puis tout ça, tu sais. Là, on est rendu à un point, pas mal à chaque année, on peut s'attendre à avoir atteint maturité. Nous, on mesure la quantité de sucre dans un raisin, savoir s'il est mûr en brix. Donc, entre passer de 23 brix à 24 brix, 6 mois, ça se fait au détriment d'être plus à risque pour les gels de printemps, avoir tellement d'eau que mes sols suffoquent, mes racines s'étouffent. Les changements climatiques, en fait, on parle de changement et non pas juste de réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Donc, le petit gain de maturité, je suis comme, OK, mais à quel prix? Donc, c'est pour ça que moi, je m'en réjouis pas trop. L'été passé, on a reçu ce qu'on reçoit dans une saison complète d'eau, nous l'avons reçu en 3 semaines. Donc ça, dans ce temps-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. L'agronome venait chez nous, on regardait du feuillage avec lui, on disait, c'est pas un super beau feuillage. Il disait, pour vrai, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Le sol ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner quand il est détrempé comme ça. Chez nous, on a investi pour faire drainer. Donc, on a des tuyaux dans le sol qui aident à l'évacuation de l'eau.
Êtes-vous en pente un peu? On a une pente juste assez naturelle pour favoriser un léger écoulement, mais pas avoir d'érosion. On est principalement sur du sable. J'ai pas trop de forêt autour de moi, donc j'ai une bonne ventilation pour les maladies fongiques. Tu sais, j'ai un site quand même assez résilient. Ouais. Et puis même avec Mais du sable qui draine ben oui, naturellement, mais tu as cette quantité- besoin de tuyaux. Ah ouais, Cette hein? quantité C'est fou, d'eau-là, hein? c'est C'est juste trop. Ben, il faut savoir aussi qu'au Québec, c'est souvent avisé de drainer, peu importe les sols, parce que toute la neige qu'on reçoit en Ah, hiver, ben oui, ben oui. c'est comme s'il était tombé Ouais, c'est ça. toute cette quantité d'eau en 3 semaines parce que la neige Ouais. fond. Donc, les drains aident à sécher le sol plus vite Ouais. au début de Mais tu sais, comme je vous dis, le gel de printemps, là, c'est juste que si on se réchauffe, puis là, c'est ce qu'on voit aussi en France, c'est que la vigne part plus tôt son cycle. Et donc, elle est à risque à des périodes de gel qu'avant, par exemple, en Bourgogne, disons un gel du 20 avril, ben, la vigne était encore un peu en dormance. Ouais. Elle pouvait prendre un -3. Mais là, elle est rendue à un stade qu'à -0,5, il va y avoir du dégât. C'est ce qu'on observe. Puis au Québec, on va aller vers ça éventuellement. Là, ça va. Le printemps actuel, c'est comme recalmé un petit peu, mais on n'avait plus de neige début mars. Il faisait chaud. Et là, on se disait, nous, ça veut-tu dire que cette année, on va être à risque non seulement sur le gel traditionnel du mois de mai, mais en plus sur un gel du mois d'avril, où est-ce que d'habitude, on est protégé. Ouais, Là, c'est ça qui commence à faire peur. Tu sais. ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un petit peu inquiétant. Et je vais terminer là-dessus. Ça donne envie de planter quand même des cépages résilients. Ouais. Nous, quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on plante, on parlait beaucoup aux collègues. Puis notre question, c'était pas t'aimes-tu mieux ton pinot noir ou t'aimes-tu mieux ton Zweigelt ou t'aimes-tu mieux ton Frontenac noir, mais laquelle se travaille le mieux au champ? Ouais. C'est ça qui Dans m'intéressait. votre t'sais. champ aussi. Ben t'sais. oui, il y a de ça aussi, mais de parler à des collègues, puis que certains disent le pinot gris, c'est vraiment super, il n'y a pas trop de maladies en fin de saison, mais il y a froid l'hiver. Donc là, nous, si on a de moins en moins de couverts de neige l'hiver, comme ça veut dire que lui, il va trouver ça de plus en plus froid, parce que la neige est un isolant. Ouais. Là, tu dis, OK, pas le pinot gris. Puis là, tu fais ton décompte comme ça, puis tu dis, il faut vraiment aller vers des cépages résilients, puis il n'y en a pas tant que ça. Puis là, en Europe, il commence à se planter de nouveaux hybrides, où est-ce que tu n'as pas besoin de faire traitement fongique du tout. Ça, c'est intelligent, c'est intéressant. Vous êtes sur quoi présentement un peu? Qu'est-ce que vous avez planté? Ben, écoute, nous, tout ce qui est hybride, on s'est toujours dit que la force des cépages hybrides, donc résistants en majorité à nos hivers, c'est de les assembler. Donc, on avait à la base surtout du Marquette et du Lucie Kuhlmann en rouge, avec un petit peu de Frontenac blanc et de Céval. Ça avait été planté par les anciens propriétaires. Ouais. On n'avait pas beaucoup de blanc, donc on s'est dit, la nouvelle parcelle, que du blanc. Donc là, on y est allé, all-in, Saint-Pépin, Lac-Crescent, Frontenac blanc, Frontenac gris, Chardonnay, Junot d'or. On s'est dit, dans la variété, on va gagner. Puis là, finalement, on s'enlignerait potentiellement pour une plantation cette année de Zweigelt parce que quand on parle avec notamment les pervenches, ils disent toujours, on comprend. Ben, ils savent pourquoi, mais il devrait y avoir plus de Zweigelt au Québec. Et l'enjeu a toujours été de trouver les plants. Ah, ben oui. Et là, Ben nous, on a trouvé une craque, là, enfin. Là. Fait que si ça peut fonctionner, là, on va avoir du Zweigelt. Mais ça a été un travail. On cherche du Zweigelt depuis 3 ans. Ah ouais. Des plugs directement en Autriche. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, après ça, on pourrait toujours prendre un risque, aller chercher des bois aux pervenches et les planter en franc de pied. Mais là, ça voudrait dire qu'on assume qu'on n'a pas de problème de phylloxéra au Québec. Ouais. On le sait pas, ça. Pour vrai, il n'y a personne qui s'est vraiment essayé tant que ça. Mais on se dit, est-ce que le phylloxéra qui a fait mal aux vignobles européens, est-ce qu'à cause des hivers froids ici ou la saison trop courte, est-ce qu'on est à l'abri? Mais on serait à l'abri combien de temps? C'est ça, parce que dans le fond, la phylloxéra, c'était comme une grosse crise de maladie de vigne, en fait. Fin 19e siècle. Exactement, puis qui a attaqué toute l'Europe, puis qui a détruit complètement les vignobles en Europe. Mais pendant ce temps-là, le Québec, on n'avait pas de vignobles. Fait qu'on n'a jamais vraiment été atteint par ça, parce qu'il n'y avait rien à atteindre. C'est juste qu'on mais là, maintenant, on le voit sait chez pas nous. trop, Le phylloxéra existe. Il se cache dans le feuillage. Il mange de la feuille un petit peu. Mais ce que j'ai pas pu documenter, ou je sais pas s'il y a vraiment de la recherche qui s'est faite, c'est est-ce qu'il va dans le sol manger les racines des vignes? Tant que tu as des hybrides, ben c'est des pieds de vigne qui sont résistants à ce puceron-là. Mais si notamment tu plantes du chardonnay puis que tu le mets directement dans le sol, ça se peut que le phylloxéra aille manger ses racines. Oui, c'est ça. Ce serait un risque à prendre. On va peut-être l'essayer sur 4-5 plants chez nous puis voir, mais on ne voulait pas s'engager sur 1500 vignes que dans 10 ans, il faut que tu replantes. Ouais. Ah non, c'est clair. Voilà. Donc, Vincent, homme aux multiples projets. C'est quoi ton prochain? Oh, ça serait de travailler moins.
Mon rôle Les au vacances. Candide de conseiller de la carte des vins, moi, je m'étais engagé sur une certaine période de temps, donc éventuellement, je laisserai ma place. À chaque année, je me re-questionne quand même, est-ce que je continue l'infolette, dans le sens que c'est beaucoup de temps, puis du temps, c'est précieux pour moi. Donc, puis, tu sais, j'ai pas encore de salaire au vignoble. Donc, tu sais, j'aimerais ça, dans la prochaine année ou deux, vraiment être à 100% au vignoble. Puis je pense que ça va être assez pour moi, là. Ouais. Ah, c'est clair. Tu en as parlé un peu tantôt que le vin nature, des fois, peut être un peu plus cher. Pourquoi, selon toi? Ben, ce qui est le fun de voir, c'est pourquoi le vin plus conventionnel est aussi peu cher. Tu sais, c'est sûr que quand tu as énormément d'hectares à ramasser à la vendange à la machine, là, on n'est pas forcément dans chercher la maturité phénolique parfaite et d'être dans la petite fenêtre. C'est comme, non, on a un certain nombre de machines, ça roule, donc on vendange peut-être l'entièreté de nos hectares sur 3 semaines. Donc, ça se peut que les premiers raisins soient en sous-maturité, les derniers soient en sur-maturité. On a besoin de produits aussi. Tu sais, les raisins ne sont pas forcément beaux quand on est dans un travail beaucoup plus mécanique et tout ça. On n'est pas dans le qualitatif. Donc, on met des produits pour stabiliser la production. Tu sais, on a des énormes cuves de vin. Il ne faut pas que ça parte en déviance. Non, Donc, c'est on ça. met beaucoup d'intrants. Mais donc, c'est juste une formule économique. C'est comme tout dans l'économie. C'est qu'on en fait beaucoup. Donc, on répartit les coûts de production sur un énorme volume. On baisse. On se soucie un peu moins de la planète, de notre empreinte écologique et tout ça. Donc, ça permet de faire des vins qui, parfois, peuvent être en SAQ à 12-13 $, par exemple. Pourquoi le vin nature n'est pas capable de faire ça? Bien, d'abord, souvent, le vin nature, par définition, ce sont des gens qui travaillent en bio ou en biodynamie, certifiés ou pas, ça, des fois, c'est une question politique. Donc, déjà, il y a un soin à la vigne qui est un petit peu plus qualitatif. Attentionné. C'est plus de pulvérisation parce que les produits sont beaucoup plus doux pour la vigne, sont moins puissants. Ce sont des produits chimiques et non pas des produits de synthèse, mais il faut les mettre, puis dès qu'il pleut, il faut renouveler et tout ça. Donc, c'est du temps. On désherbe non pas au Roundup, mais on désherbe parfois même à la pioche. Souvent, c'est mécanisé, mais des fois, il y a un petit passage là, autour du pied de vigne. À un moment donné, dans la saison ou aux 2-3 ans, à un moment donné, il faut que tu passes un petit coup de pioche. C'est du travail. Puis après ça, souvent, il y a un soin qui est donné en cuverie. On travaille sur des plus petits lots. On travaille en parcellaire. On travaille en... Tu sais, les gens du vin nature, c'est pas des businessmen, c'est des amoureux du vin. Là. C'est des agriculteurs aussi. Puis eux, ils vont aussi trouver leur prix que si une année, il arrive une bad luck, ben ils fassent pas faillite. Donc, ils vont peut-être charger un petit peu plus cher pour se baquer. C'est un peu tout ça. Donc, finalement, tu te dis, ben moi, je vais-tu me lancer dans tout ça pour vendre du vin à 12$ pour essayer de compétitionner? Non. Non, le produit ça. que je fais, il y a un prix, il y a une valeur. Puis, si jamais les gens ont plus envie de payer ce prix-là, ben, peut-être que je vais arrêter parce que c'est pas parce que je m'en mets dans les poches que je le charge à ce prix-là. J'essaie juste de vivre de ce modèle-là. C'est ça. Et jusqu'à maintenant, il y a un marché pour ça. Puis c'est aussi le travail des sommeliers en restaurant ou les conseillers à la SAQ d'apporter aussi un peu ce discours-là. Oui, tout à fait. De comprendre le gain qualitatif. C'est pas que... C'est pas de la moralisation. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que, c'est le fun de boire certains vins de terroir, par exemple, puis c'est niche, puis tu peux comparer, puis c'est trippant, puis c'est éduquant, mais quand même, souvent, tu payes pour une partie de spéculation, tu payes pour le prix du foncier. Tu sais, en Champagne, j'ai vu un article il y a pas longtemps, il y a certaines zones que ça vaut plus d'1 million d'euros l'hectare. Donc, tu sais, à ce moment-là, c'est de la spéculation immobilière. Donc, toi, tu payes. Il y a une partie de ça que tu payes comme consommateur. En vin nature, tu payes pour la qualité du travail. C'est ça. Donc, moi, j'aime mieux, si je pourboire un vin d'appellation puis que je suis capable de boire un marsanné d'un producteur de vin nature, je suis prêt à payer 30$ de plus que le prix moyen des vins de l'appellation. Parce qu'au moins, non seulement je vais assumer que je paye pour le terroir puis pour la spéculation, mais au moins, je vais avoir la qualité de quelqu'un qui a travaillé fort pour. T'sais. Merci beaucoup, Vincent. C'est ce qui clôt l'entrevue d'aujourd'hui. On a pour habitude, Vincent, de garder nos invités pour le prochain segment. Donc, la chronique Chin Chin, est-ce que tu acceptes de rester avec nous pour... Avec grand plaisir. Yes, on te garde. On va à la transition de la chronique Chin Chin. Oui, donc aujourd'hui, pour la chronique Chin Chin, moi, je vous propose la grande surprise de tous, un vin de nature. Donc, alors, voilà, je vous propose... Sors ça d'où?
Donc, je vous propose un vin argentin, plus particulièrement de la Mendoza, donc qui est fait du Torrontés. Donc, le Torrontés, c'est un cépage blanc qui est issu d'un croisement entre 2 autres raisins. Donc, on est sur un vin qui est très aromatique. On est sur des notes de pêche, de nectarine, de fleurs roses, un peu comme l'hibiscus. C'est un vin qui est vraiment rond en bouche, avec une finale très longue. Les fruits à noyaux le restent vraiment avec nous. C'est très floral. C'est le genre de vin qu'on boit quand on s'ennuie de l'été, mais il fait encore un peu froid dehors, qu'on a besoin de se faire réconforter. Donc voilà, c'est un vin qui a une légère macération pelliculaire. C'est ce qui lui apporte un peu sa couleur, notamment. Vous allez voir, c'est un vin qui est un peu rosé, mais pas trop de texture. Donc les tanins sont très souples dans tout ça. Alors voilà, la Oveggia de la Bodega Santa Giulia. Millésime 2023 pour seulement 20,60 à la SAQ. Jason, veux-tu nous dire ta proposition? Allez, je vais... Gabi, avec toi, cette semaine, on a fait une expérimentation. On est rentré dans les SAQ, on s'est dit, oh my God, qu'est-ce qu'on regarde pour notre recommandation? Et moi, de plus en plus, je deviens un amoureux des vins de la Loire, surtout des Cabernets Francs de la Loire. Donc, je regardais et on cherchait vin nature et je suis tombé sur une bouteille. La bouteille est transparente, l'étiquette rouge. C'est 1 litre, Gabi, et c'est de Nicolas Grosbois. Donc, on est sur le litron, donc en appellation Bourgueil, sur un millésime 2022. Nicolas Grosbois, on le connaît beaucoup en SAQ, donc il fait des vins assez populaires, donc avec la cuisine de ma mère, les jardins de mon père notamment. Donc, c'est de l'importation directement de l'agence La Cuvée. Super belle bouteille. On est vraiment dans un vin gourmand, juteux. C'est un vin sur la simplicité, c'est très, très digeste. Donc, Cabernet Franc, on est quand même sur une certaine concentration des arômes au niveau du fruit noir, donc des arômes de cassis, un petit peu de mûr, un petit peu de fruits rouges aussi, donc un peu de fraise qui s'ajoute à ça. On n'est pas sur un développement d'arômes secondaires ou tertiaires, donc ça n'a pas fait de bois. On est vraiment essentiellement que sur le fruit, avec des petits arômes végétaux, un peu le poivron qu'on peut retrouver dans les Cabernets Francs parfois de la Loire, ce qui lui enlève rien du tout. C'est magnifique. Donc, 1 litre. On prend ça, on va chez des amis un soir, bang, voilà, vin d'apéro, on se pose plus de questions, les yeux fermés, 27,5 LSAQ, on y va. Je vais vous dire quelque chose, là, mais ça, c'est un bon exemple de Nicolas Grosbois vient au Québec à chaque année, à chaque salon. Il est un immense sympathique. Je veux dire, il est d'un immense sympathique à l'égard du Québec. Puis à chaque fois, tout le monde lui fait des accolades et tout ça. Et ça, pourquoi je vous raconte ça, c'est que quand on a eu la chance d'avoir un câlin de ce gars-là, puis qu'on boit son vin, ça change l'expérience. Ça permet de recréer ce que peut-être des gens qui ont eu la chance de visiter un vignoble dans leur vie. Quand tu bois les vins de ce vignoble-là pour le reste de ta vie, tu n'auras jamais la même expérience parce que tu es capable de fermer les yeux et de t'imaginer là, de penser à la personne qui l'a fait. La chaleur des bras du vigneron. Oui, exactement. Fait que ça le fait exactement dans Nicolas Grosbois. Là. Ah, ben c'est super. J'adore ça. Ouais. De ton côté, Vincent? Bien, je vous ai parlé de muscadet éventuellement un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Donc, je voulais marquer mon point, en fait, c'est que j'ai trouvé récemment qui est sorti au mois de mars dans le réseau. Donc, il devrait en avoir pas mal tout le début du printemps. Le Clos de la Butte 2021 du domaine Éric Chevalier. Donc, ça, c'est vraiment muscadet. Donc, on est en Loire, pas très loin d'où tu étais, mais on est là, on est vraiment du côté atlantique, qui fait des vins très frais. Là. Je sais que des gens ont encore ce souvenir-là de les muscadets, c'est des vins sucrés. Oui, il y en a des sucrés, bien évidemment, mais moi, j'ai surtout connu les muscadets secs, qui sont des vins pour aller à l'apéro avec les huîtres ou des petits fruits de mer, des coquillages. 23,90 pour un vin nature, taxe inclus, là, on s'entend. Donc, là, je suis en train de prouver mon point. Je crois qu'il y a moyen de boire du vin nature à bon prix, en tout respect de la planète, et voilà. Merci beaucoup, Vincent. Donc, un grand merci pour avoir été avec nous aujourd'hui. C'était le fun. C'était le fun d'avoir quelqu'un aussi avec un parcours si multiple, si original aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez, vous allez pouvoir retrouver nos suggestions sur notre Instagram En Cavale Podcast et sur notre Facebook Sommelier En Cavale. Oui, donc un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est vraiment contents d'avoir eu la chance de pouvoir vous parler de vin nature. Et on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de Sommelier en cavale. Un merci spécial à Vincent Laniel de Vincent Sulfite pour s'être prêté au jeu. À l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour son soutien. À Mathieu Camille et l'Espace Plus pour le soutien audiovisuel et toute autre tâche connexe. Justin Picard pour l'habillage sonore. Et Samuel Roy pour le graphisme.